On salue l'invité maintenant de la séquence interview qui est en direct de l'Assemblée, lui qui est un député, Philippe Vigier, député UDI de l'Eure. Bonjour Monsieur Vigier. En Bonjour. entendant tout ça, vous regrettez pas d'avoir hier boycotté parce que vous faisiez partie des deux députés, donc avec Jean-Christophe Lagarde, qui avaient boycotté cette séance à Versailles. Est-ce que vous ne Écoutez, regrettez pas votre geste? je ne regrette absolument pas. Moi, j'ai relu depuis le discours du président, j'ai écouté les différents commentateurs et notamment la personne qui vient de s'exprimer avant moi. C'est un grand discours de philosophie politique, très bien. Mais si je peux me permettre, il y a une belle phrase de Rabelais, puisque vous voyez, on est dans les auteurs. Envie de bonne soupe et non de beau langage. Eh bien, je crois qu'il faut que la France, justement, le retrouve l'efficacité, qu'elle puisse apporter des réponses à celles et ceux qui se cherchent, qui sont dans la souffrance. Et ce pays, il mérite une transformation en profondeur. C'est d'ailleurs un mot d'Emmanuel Macron. Donc on va voir cet après-midi ce que va dire le Premier ministre. Moi, je ne voulais pas, si vous voulez, que le président de la République, quelque part, entache le discours d'aujourd'hui qui sera prononcé par le Premier ministre, qui, lui, va engager sa responsabilité. Alors que hier, c'était un discours sans réponse. Alors un discours sans réponse, ça n'a pas de sens, puisque les groupes parlementaires ne peuvent pas s'exprimer pendant que le président de la République est là. Donc j'ai relu ce discours à deux reprises d'ailleurs depuis hier, vous voyez. Bon. Mais j'attendais des annonces. Est-ce que sur le plan de la construction européenne, il y en avait? Est-ce que sur le plan du redressement des finances publiques, il y avait un mot? Est-ce que sur le plan de l'accès à l'école pour tous et de voir comment on pourra justement faire en sorte que cette France, si vous regardez les 5 dernières années, nous avons chuté dans le classement des pays d'Europe de 22e à la 27e place. Donc on a des sujets Voilà. Et fondamentaux. de tout cela, j'imagine que Édouard Philippe va parler peut-être et vous rassurer. En tout cas, avec vous, on en reparle si vous voulez bien, Philippe Vigier, dans la séquence interview dans quelques instants. Pour ceux qui suivent l'affaire Grégory, la chambre de l'instruction de Dijon décide aujourd'hui du sort de Muriel Boll, suspectée d'enlèvement. Est-ce qu'elle va devoir rester en prison ou est-ce qu'elle va pouvoir bénéficier d'un contrôle judiciaire? Muriel Boll, âgée aujourd'hui de 48 ans, c'est l'une des protagonistes de cette affaire. À l'époque des faits, il y a maintenant 32 ans, elle n'avait que 15 ans. Et c'est elle qui avait jeté le trouble, on s'en souvient, en affirmant avant de se rétracter que son beau-frère Bernard Laroche avait enlevé le petit Grégory. Nathanaël Charbonnier. Oui, il y a deux raisons qui poussent quelqu'un à mentir, soit au moment pour se valoriser, du genre j'ai fait ci, j'ai fait ça, soit au moment pour se protéger parce qu'on a peur. Dans le cas de Muriel Boll, si mensonge il y a, il faut juste se remettre dans le contexte. À l'époque, Muriel Boll est une adolescente de 15 ans, vous venez de le dire, qui se retrouve au milieu d'une affaire qui la dépasse totalement, si bien qu'elle livrera deux versions différentes des faits. Dans la première, elle accuse son beau-frère, Bernard Laroche, d'avoir participé à l'enlèvement du petit Grégory. Dans la seconde, elle revient sur ses accusations et le dédouane d'avoir eu un rôle à jouer dans cette affaire. Or, il s'avère qu'entre ces deux versions, elle est retournée dans sa famille et c'est là qu'elle aurait pu subir des pressions de ses proches pour revenir sur ses accusations. Pressions violentes puisqu'elle aurait été battue, si l'on en croit un cousin qui témoigne aujourd'hui dans ce sens. Pas du tout, répond le père de Muriel Boll qui conteste avec vigueur les dires du fameux cousin. Aujourd'hui, nous sommes donc près de 33 ans après les faits et l'on peut estimer que Muriel Boll, si elle a menti, peut enfin dire la vérité. Et pourtant, ce n'est pas aussi simple car pour arrêter de mentir et sortir du mensonge, il faut rassembler plusieurs facteurs. Le premier, ne plus avoir peur. Le deuxième, accepter la réalité. Le troisième, avoir une sensation de culpabilité forte. Le quatrième, ne pas rentrer dans une logique de déni du genre il ne s'est rien passé, je préfère oublier. En donnant deux versions des faits, on sait que Muriel Boll a menti au moins une fois. Reste à savoir maintenant si la femme de 48 ans qu'elle est aujourd'hui garde oui ou non les peurs de l'adolescente de 15 ans qu'elle était en 1984. Voilà, une fois le pied pris dans le mensonge, il faut que le reste passe. C'est pas facile, je vous jure, disait notamment Cocteau. Merci beaucoup, Nathanaël Charbonnier. On revient à la séquence interview. Notre invité, qui est député UDI, attention, d'Eure-et-Loire, j'ai dit par erreur simplement de l'Eure tout à l'heure, Philippe Vigier. Donc, vous n'étiez pas au Congrès hier, vous nous l'avez dit, vous avez dit pourquoi, mais vous allez sans doute voter la confiance cet après-midi à l'Assemblée. C'est-à-dire que vous êtes davantage finalement philippiste que macroniste. Non, non, je ne vais pas voter la confiance, je vais m'abstenir cet après-midi. Je l'ai annoncé depuis quelques semaines, je l'ai indiqué à mes électeurs. Pourquoi? Moi, je ne suis pas dans la majorité présidentielle. Je suis dans une opposition constructive. Un peu ce que j'ai pratiqué d'ailleurs à l'UDI pendant 5 ans, et pendant 3 années en particulier en tant que président de groupe. C'est-à-dire qu'en fait, je soutiendrai le Premier ministre dans tout ce qu'il fera et qui ira dans le bon sens à mes yeux. En revanche, je m'opposerai lorsque ça n'ira pas dans le bon sens. Je vais prendre 2 exemples. Vous voyez la fabrique de la loi. Hier, Emmanuel Macron nous explique qu'il faut moins de parlementaires, qui travaillent mieux, qui aient plus de moyens pour travailler. Très bien. Et vous voulez que je vous dise comment ça se passe pour l'ordonnance sur la loi travail? Eh bien, le délai d'amendement, c'est demain. Vous
voyez le temps que l'on a pour travailler? Et on veut nous expliquer qu'on va mieux travailler, c'est maintenant qu'il faut des moyens. Et puis pour le vote de la confiance, pourquoi je ne veux pas voter la confiance? La CSG qui va augmenter d'1,7 point, c'est une arme de destruction massive contre le pouvoir d'achat des fonctionnaires et des retraités. Et puis par exemple, le fait qu'on vient d'apprendre du fait de la dérive des comptes publics, que les fameux CICE, les crédits d'impôt, compétitivité, emploi, qui devaient être transformés en baisse de charges sociales, ne le sera pas en 2017 pour cause de dérive des comptes publics. Donc, je trouve qu'on ne prend pas le bon chemin pour la croissance. Donc, je vais écouter avec attention ce que va dire Édouard Philippe. Je l'aiderai autant que je le pourrai. Et j'en prends cet engagement devant vous et devant vos auditeurs. En revanche, chaque fois que je vois qu'il y a des décisions qui ne vont pas dans le bon sens, eh bien, je m'y opposerai avec force. À côté de vous, Stéphane Robert qui vous pose une question. Oui, Philippe Gillet, vous restez finalement dans le groupe des constructifs qui a failli éclater depuis, parce qu'il y a eu un gros problème il y a quelques jours. Il a été traversé par Qu'est-ce des tourments. Qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, Comment vous avez réglé la les chose? choses sont très simples. Il y a eu une candidature à la questure qui n'était pas prévue, pas destinée en réunion de groupe, qui est arrivée comme cela en début d'après-midi la semaine dernière et qui fait qu'un des nôtres est devenu questeur de l'Assemblée nationale alors qu'il n'aurait pas dû l'être puisque c'était réservé au groupe le plus important de l'opposition. Et d'ailleurs, on a perdu comme cela une vice-présidente de l'Assemblée nationale qui nous était destinée pour Yves Gégaud, et c'est un peu dommage. Et puis on aurait pu également gagner la présidente de la Commission des affaires des finances. Il n'y a pas de problème de fond. Il n'y a pas de problème de fond sur le fait qu'on veut, au travers des constructifs, avec des hommes et des femmes qui viennent d'horizons différents, du centre, de la droite, des indépendants, bâtir une offre politique nouvelle. Et un nouveau comportement à l'Assemblée, c'est ce que je viens d'expliquer. Moi, je m'abstiendrai sur la confiance. Certains collègues vont voter la confiance. C'est la liberté à l'intérieur du groupe. Mais on veut offrir une offre politique nouvelle. Pourquoi? Parce que cette France est tellement abîmée qu'elle ne peut plus supporter qu'un camp tape sur l'autre toute la journée. Mais pour qu'on puisse avancer, il faudra que le gouvernement soit aussi à notre écoute. C'est pour ça que je parlais des ordonnances. Vous voyez, moi, je fais du pratico-pratique. Comment voulez-vous qu'en 24 heures, on soit capable de faire valoir un certain nombre de propositions que nous serions amenés à faire? Il y a l'état d'urgence dont le président a annoncé qu'il allait le supprimer et intégrer dans la loi un certain nombre de dispositions. Je me souviens, je m'étais beaucoup engagé sur ce texte à l'époque et dans l'hémicycle, eh bien, on verra si ou non il est en capacité d'écoute. Donc j'attends d'Édouard Philippe. C'est à lui d'ailleurs. C'est le patron de la majorité par définition, le Premier ministre, celui qui est le chef d'orchestre de ce nouveau gouvernement et de l'action gouvernementale, et bien que de là des mots, on passe aux actes et pour le moment, je n'ai pas lieu de douter. Dans ce groupe des constructifs, vous êtes 18 députés membres de l'UDI. On est 16 plus 4, en fait on est 20 et 34 députés en tout. Est-ce que le divorce est consommé avec les Républicains et dans ce grand bouleversement des repères politiques, est-ce que vous vous sentez encore de droite? Je ne suis pas de droite, moi je suis du centre depuis longtemps et vous voyez, je suis un historique, je suis un canal historique du centre. Moi j'ai milité au CDS quand j'étais petit, dès mes 18 ans, je n'ai jamais varié. Mais le groupe des constructifs est préservé. On a eu un gros incident la semaine dernière, on s'en est expliqué fortement, avec engagement, avec conviction. On passe à autre chose, on avance. Voilà, il faut avancer parce que ce que nous devons faire pour le pays est plus important que ce qui s'est passé, même si c'est grave. Et vis-à-vis des Républicains, de la droite républicaine, je comprends qu'ils ne soient pas du tout satisfaits du fait que cette question devait leur revenir. Mais bon, écoutez, on est passé maintenant à autre chose. Ils ont la prise dans la commission des finances avec Éric Woerth. Ils auront des vice-présidences le moment venu lorsqu'ils décideront de rejoindre le bureau. Je n'ai pas cautionné cette manœuvre de la semaine dernière. Je ne la cautionne pas plus aujourd'hui. Mais maintenant, il faut avancer. Est-ce que cette atomisation des groupes politiques qu'on constate avec l'arrivée de La République En Marche et d'Emmanuel Macron à l'Élysée, est-ce que ça ne va pas vous affaiblir un petit peu en tant qu'opposition, même si elle est constructive? Écoutez, nous sommes un groupe de 34. Je m'aperçois que sous la précédente mandature, nous n'étions que 27 députés. On a fait entendre notre voix. On sera là pour faire des propositions. Vous écouterez le discours cet après-midi qui sera prononcé par Stéphane Demilly. Il y a un certain nombre de propositions qui émanent de nos rangs et qui montreront qu'on sera là sur le fond. Vous savez, moi je suis un député, certes fait de la politique, mais aussi je suis sur le fond. Parce que vraiment, je veux que ce pays avance. Regardez, je termine sur ce mot. Cette ruralité, ces quartiers qui sont désemparés, qui n'en peuvent plus, qui sont au bout du chemin. J'ai proposé pendant la campagne présidentielle la création d'une agence nationale de la rénovation rurale. Bref, pour donner des vrais moyens à la ruralité, pour le numérique, pour l'accès aux soins, pour l'accès à l'éducation, pour l'accès à la culture. Parce que oui ou non, on va changer le paradigme sur lequel on met 10 fois plus d'argent dans les agglomérations que dans le monde rural.
Et après, qu'est-ce qui s'ensuit? Il s'ensuit qu'il y a de moins en moins de gens qui vont voter et que c'est même la légitimité à la fois du gouvernement mais également des députés qui est en cause. Donc vous voyez que là, j'attends du gouvernement des réponses. Voilà, vous aurez peut-être des réponses tout à l'heure cet après-midi dans ce discours de politique générale du Premier ministre. Philippe Vigier, merci beaucoup, député UDI donc d'Eure-et-Loire. Merci aussi à Stéphane Robert donc, qui est avec vous à l'Assemblée.